ce drainage lymphatique le long des artères est la base de toute la chirurgie du cancer du rectum, bien sûr, sur lequel je n'ai pas le temps de m'approfondir maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cancer du rectum, ça peut disséminer par les lymphatiques, mais aussi par les veines. Et que, en particulier, s'il y a donc des métastases à partir d'un cancer du rectum qui suivent la veine rectale supérieure, donc la mésentérique inférieure, le premier endroit où on risque de trouver des métastases d'un cancer du rectum, c'est le foie. Métastases hépatiques par les veines du rectum. Donc ça, on vous l'apprendra bien précisément. Alors, on va finir le cours maintenant spécifiquement sur le canal anal, puisque vous savez qu'il y a des pathologies qui ne sont pas graves, mais qui sont très douloureuses, comme les hémorroïdes et les fistules anales, qui sont des choses extrêmement fréquentes. Alors, il faut un petit peu, quand on est médecin, comprendre comment ça fonctionne, et l'anatomie est déjà la base de l'explication. Alors, d'abord, le canal anal, c'est le rectum périnéal, troisième partie du rectum. Donc, la meilleure façon de le comprendre, c'est d'en faire une coupe frontale. Et là, il faut se rappeler un peu l'embryologie, parce qu'à cet endroit-là, partie terminale du tube digestif, il y a une jonction entre l'entoblaste et l'ectoblaste. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'abord une muqueuse qui est une muqueuse glandulaire, puis ensuite vous allez avoir une muqueuse malpighienne en bas, muqueuse glandulaire pour l'entoblaste et muqueuse malpighienne pour l'ectoblaste. Et le canal anal est marqué sur le plan muqueux par l'existence de valvules. Les valvules anales, qui sont des petites valves en nid de pigeon, qui se continuent, qui sont fixées de chaque côté par ce qu'on appelle des colonnes. Alors des fois, vous retrouverez le nom propre, mais appelez ça plutôt des colonnes anales. Parfois, on vous dira que c'est les colonnes de Morgagni, mais ça n'a pas d'importance. Retenez surtout le nom de colonne anale. Donc vous avez des valvules et des colonnes, et ces valvules délimitent au fond de la muqueuse ce qu'on appelle des cryptes. Des cryptes qui, vous verrez, sont l'endroit de certaines glandes de sécrétion à cet endroit-là. Alors, sur le plan topographique, c'était très important de comprendre les deux fameuses lignes que je vous ai mis en vert et en bleu, la ligne anorectale et la ligne pectinée. Commençons par la ligne pectinée, parce que c'est celle qui a le plus de valeur, c'est celle qui est en bleu. Vous voyez, elle est à la base des valves anales. C'est la jonction entre la muqueuse glandulaire et la muqueuse malpighienne, la ligne pectinée. C'est donc une ligne qui a une valeur embryonnaire, puisque c'est la liaison entre l'entoblaste et l'ectoblaste. Donc ça, c'est la ligne pectinée, donc la base des valves anales. Et puis la deuxième zone qu'on appelle la ligne anorectale, elle est au sommet des colonnes, donc un tout petit peu plus haut. C'est vraiment au sommet des colonnes que se fait la jonction muqueuse entre le rectum et le canal anal. Alors évidemment, vous allez me dire, la jonction entre les deux, c'est le releveur de l'anus. On va y venir. Je vous décris cette coupe frontale de dedans en dehors. On a commencé par la muqueuse. Vous savez que c'est un organe digestif, donc en dehors de la muqueuse, il y a la sous-muqueuse, puis ensuite il y a une musculeuse. Et cette musculeuse est faite de deux couches, circulaire interne et longitudinale externe. Chez le côlon et le rectum, la longitudinale externe est peu importante. Ben vous avez ici, alors il y a une grosse erreur qui a été écrite sur cette diapo, c'est l'épaississement de la couche circulaire interne, pas de la couche longitudinale. Donc il faut absolument corriger ça, épaississement de la couche circulaire. Effectivement, la couche circulaire de la musculeuse s'épaissit à sa partie basse. Elle s'élargit à sa partie basse et c'est là que se forme le sphincter interne. Sphincter interne, il est absolument essentiel puisque c'est lui qui est responsable de la continence involontaire. Hein? Continence involontaire, sphincter interne. Sphincter interne, c'est donc un muscle lisse et c'est l'épaississement de la couche circulaire qu'on voit ici de part et d'autre.
Et en dehors de cette couche circulaire, il y a un reliquat de couche longitudinale. Et cette couche longitudinale va faire le tour du sphincter interne pour le séparer des autres muscles qui, eux, sont des muscles striés. Il y a deux autres muscles striés. Il y a le releveur de l'anus et le sphincter externe. Le releveur de l'anus, on le connaît déjà. Rappelez-vous, il prend naissance de l'obturateur interne au niveau de ses fascias en dehors. Il est très oblique en bas et en dedans. Et il vient rejoindre donc le rectum pour former la limite entre le rectum et le canal anal. Donc on voit ici donc ce releveur de l'anus. Et en dedans du releveur de l'anus, un autre muscle qu'on a un peu évoqué sur les coupes sagittales, qui est le sphincter externe. Le sphincter externe, c'est un muscle strié, c'est celui qui est responsable de la continence volontaire. Et ce sphincter externe, c'est un peu compliqué, je vous le montrerai sur une autre vue, mais il est formé de plusieurs faisceaux. Donc il y a ici un faisceau superficiel, puis un autre faisceau qui est à la terminaison du releveur de l'anus. Donc ça, c'est le sphincter externe. Et vous voyez que la bandelette longitudinale qui est ici, elle passe entre les sphincters. Donc c'est pour ça qu'elle va donner un ligament qui est ici, qui est un faisceau intersphinctérien, entre le sphincter interne et le sphincter externe. Et ce faisceau intersphinctérien rejoint la muqueuse du canal anal sous les valves pour former un ligament tout à fait visible cliniquement, puisqu'il est bleu, qu'on appelle le ligament de Parkes. Alors, il faut bien comprendre que cette région du canal anal est très facile à examiner cliniquement, hein, puisque c'est visible, on met juste un dilatateur et on voit très bien les valves, les colonnes, on voit le canal anal et on va voir dans la muqueuse une partie un peu plus bleutée, c'est le ligament de Parkes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ligament intersphinctérien qui sépare le sphincter interne qui est au-dessus du sphincter externe qui est en dessous. Alors vous verrez l'importance que ça a en pratique clinique dans un instant. Donc, si on veut maintenant comprendre un petit peu mieux cette continence, donc la continence involontaire, c'est le sphincter interne, muscle lisse. La continence volontaire, c'est le releveur et le sphincter externe. Et vous avez ici une vue qui vous schématise un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez ici l'ampoule rectale, vous avez le cap anal et le canal anal, et vous voyez que comment se place le releveur de l'anus. Alors le releveur de l'anus, c'est un muscle qui a un rôle beaucoup plus important que celui de releveur de l'anus, puisque c'est le diaphragme pelvien, il supporte tous les viscères pelviens, mais dans ces différents faisceaux, il y a un faisceau qui part du pubis en avant et qui vient former une fronde qui fait le tour du rectum pour repartir vers le pubis en avant ici. C'est donc un faisceau qu'on appelle puborectal. Si on veut rester simple, parce que vous verrez des nomenclatures beaucoup plus complexes, mais ce qui est utile à savoir, c'est que c'est un faisceau puborectal qui forme une fronde. C'est ce faisceau puborectal qui est responsable de l'angulation du cap anal. Hein ? On comprend très bien que si ce muscle strié se contracte, ben ça va encore anguler plus et donc ça va assurer la continence volontaire. Mais sous ce faisceau puborectal, il y a également le muscle sphincter externe. Et le sphincter externe, vous apprendrez qu'il y a trois faisceaux. Il y a un faisceau qui est dit superficiel, qui en fait fait une fronde en sens inverse. C'est-à-dire qu'il part du coccyx, un ligament anococcygien, puis il fait le tour du canal anal, puis repart vers le coccyx. Donc ça, c'est le faisceau superficiel. Puis il y a un faisceau qui est sous la peau, encore plus superficiel, qui est le faisceau sous-cutané. Et le troisième faisceau, il est avec le puborectal du releveur de l'anus. D'ailleurs, même on pense que c'est uniquement le puborectal, et donc c'est un faisceau commun entre les deux. Mais donc il y a une superposition en tuile avec d'un côté le releveur de l'anus qui forme un faisceau puborectal qui contracte vers l'avant, et d'un autre côté le sphincter externe qui lui contracte vers l'arrière, et cet ensemble superposé est responsable de la continence volontaire.
et de l'orientation du cap anal. Alors on va finir par un peu de clinique pour vous expliquer ces deux pathologies relativement fréquentes que sont les hémorroïdes et les fistules anales. Alors d'abord les hémorroïdes. On revoit ici cette coupe frontale qui est exactement la même que précédemment. Je vous ai mis la muqueuse, je vous ai mis les valvules avec les colonnes, je vous ai mis ici le sphincter interne, la couche longitudinale avec le ligament de Parkes qui passe entre les fibres du sphincter externe et le releveur de l'anus ici. Bon, en dedans, sous la muqueuse, dans la sous-muqueuse, il y a les veines. Toujours la même chose, c'était déjà vrai au niveau de l'estomac, c'est toujours vrai au niveau du rectum. Il y a des veines dans la sous-muqueuse. Et exactement comme au niveau du membre inférieur, ces veines peuvent se dilater parce qu'elles s'opposent en fait à la station érigée et elles peuvent s'engorger de sang et donner des varices. Et les varices des veines rectales, c'est des hémorroïdes. Et ces hémorroïdes, on les trouve en général à deux niveaux. Soit ce sont des veines profondes qui sont en dedans du sphincter interne, donc à hauteur des valvules, et c'est ce qu'on appelle les hémorroïdes internes, qui sont assez profonds en fait. Soit ce sont des veines sous-cutanées en superficie, et c'est ce qu'on appelle les hémorroïdes externes. Alors, là, vous voyez, on a schématisé de façon très simple un patient en position dite gynécologique, c'est-à-dire qu'on a ici le relief des fesses et on voit l'orifice de l'anus ici. En général, quand il y a des paquets hémorroïdaires, ils sont toujours situés à peu près au même niveau, qui par rapport à un cadran se situe à 3 heures, à 8 heures et à 11 heures. En position gynécologique, 3 heures, 8 heures, 11 heures, il y a 3 paquets hémorroïdaires en général. Et puis, soit ces hémorroïdes sont visibles en superficie de façon très nette, et la plupart du temps, ce sont des hémorroïdes externes, soit ils sont en dedans, et donc il faut aller regarder dans le canal anal, et ce sont des hémorroïdes internes. Mais très vite, si on ne fait rien, les hémorroïdes internes vont venir se prolaber dans le canal anal et on finira par les voir à l'examen du canal anal. Donc bon, vous aurez des cours sur ces hémorroïdes. Retenez simplement la situation anatomique de ces réseaux veineux. Hémorroïdes internes en regard des valves et donc des lignes pectinées anorectales. Hémorroïdes externes sous-cutanées en surface. Et puis pour terminer, l'abcès dit de la marge anale et la fistule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. Je répète, vous avez ici donc la muqueuse, vous avez ici les valvules anales avec les colonnes de chaque côté, le sphincter interne, le ligament de Parkes avec sa partie intersphinctérienne qui est bleutée, qu'on voit bien, et puis qui passe à travers le sphincter externe. Bon. La nature a voulu qu'au fond des cryptes qui sont dessinées par les valvules, il y a des glandes. Et ces glandes, elles peuvent s'infecter. Les glandes anales peuvent s'infecter. Et si les glandes s'infectent, ça va faire un trajet qui va constituer ce qu'on appelle une fistule, qui peut se placer de part et d'autre du canal anal à tous les niveaux. Donc ça peut être un trajet profond, ça peut traverser le sphincter, ce qu'on appelle la fistule transsphinctérienne, et ça finit toujours au niveau de la marge anale, c'est-à-dire de la peau en surface, par un abcès. Abcès de la marge anale, qui veut dire donc, dans le raisonnement en sens inverse, quelqu'un qui se présente avec un abcès de la marge de l'anus, c'est qu'il a une fistule. Parce que l'abcès ne se crée pas n'importe comment. Donc quand il y a un abcès de la marge anale, il y a une poche de pus ici, et il y a forcément une fistule. Alors, ce n'est pas à moi de vous expliquer comment on traite tout ça. La plupart du temps, on se retrouve avec une urgence, parce qu'il y a une grosse poche de pus au niveau de l'anus et qu'on ne peut plus s'asseoir. Donc ce qu'il faut faire, c'est évacuer l'abcès,
Donc ça, c'est le geste chirurgical d'urgence. Mais ça ne suffit pas, parce que si on évacue l'abcès, ben, ça va cicatriser, puis ça va se reformer parce qu'il y a une fistule. Donc la plupart du temps, il faut faire un autre traitement. On ne le fait pas au moment de l'évacuation de l'abcès, parce que ce n'est pas possible, mais un peu plus tard, on va rechercher à quel endroit se situe la fistule. Donc il faut faire une petite intervention, essayer de trouver l'endroit où est l'orifice de la crypte qui a donné naissance à la fistule. Et puis après, il faut mettre à plat le trajet de la fistule pour que ça ne se reproduise pas. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces fistules, elles partent des cryptes, qui sont donc au fond des valvules, et qu'elles vont venir se développer sur le côté, soit de façon profonde, soit à travers les muscles, parce qu'après, les poches de pus suivent le long des muscles, et en particulier le long du ligament de Parkes, parce que c'est un trajet fibreux sur lequel coule en fait le pus qui finit en abcès de la marge anale après. Voilà, donc j'en ai fini avec cet ensemble, simplement avec cette dernière vue en 3D pour bien vous faire comprendre la continence, le faisceau puborectal qui part du pubis en avant, qui fait le tour du rectum par en arrière pour revenir en avant, qui est responsable de l'angulation du cap anal, et en dessous, le ligament anococcygien qui vient de l'anus et qui donne ici le faisceau superficiel du sphincter externe qui lui fait le tour par en avant pour repartir en arrière, cet ensemble formant la continence volontaire, je dis bien, puisque c'est des muscles striés, et n'oubliez pas celle qui fonctionne le plus longtemps et le plus souvent, qui est la continence involontaire, qui est sous la responsable du muscle sphincter interne, épaississement de la couche circulaire. Je vous remercie.